Et on peut voir aussi derrière cette stratégie, on peut dire que le Rwanda est aux abois. Et surtout, mais quelle efficacité concrètement? Parce que les combats se poursuivent et le M23 occupe toujours Bukavu et Goma. Donc, Pour l'instant, ces sanctions n'ont encore rien donné, véritablement. ça ne sert à rien. Voilà. Pour l'instant, et d'ailleurs, je l'avais dit dans de précédentes émissions, que des sanctions, véritablement, n'ont jamais rien résolu. Voilà. Et M. Kagame ne va jamais comprendre ce langage de sanctions. Pour lui, ce qui compte, c'est la guerre. Parce qu'il parle, il met en avant une espèce de menace existentielle pour la sécurité de son pays. En réalité, c'est pour la sécurité de son pouvoir, véritablement. Donc, les sanctions, pour lui, ne lui disaient rien. Bonsoir à tous. Le Rwanda sera-t-il bientôt sanctionné par l'Union européenne? C'est le thème de notre analyse du jour en compagnie du spécialiste de la maison, le docteur Ben Luther Touéré. Bonsoir docteur. Bonsoir Carlyle. Alors qu'on constate certains bougers de la part de certains pays occidentaux, comment se fait-il que l'Union européenne n'ait pas encore pris de sanctions contre le Rwanda, sachant qu'on connaît la célérité de Bruxelles, notamment sur le conflit en Ukraine, on a vu des sanctions qui ont été prises à l'égard du pouvoir russe, qui ont été rapidement appliquées. Comment ça se fait que l'Union européenne, les 27, n'arrive pas à trouver un consensus pour imposer des sanctions à Kigali? Alors, merci Carlyle. Je pense qu'avant de répondre à cette question, hein, pour ceux qui nous suivent, il est important en fait de dire que dans cette histoire, il y a ce que moi j'appelle le paradoxe européen dans cette histoire. D'abord, premièrement, l'article 2 même du traité institutif de l'Union européenne prévoit que l'Union européenne est fondée sur des valeurs de respect de la dignité humaine, du respect des droits de l'homme et du respect de la démocratie. D'accord? Cela signifie que l'Union européenne, dans ses relations tant au plan interne qu'au plan externe, doit promouvoir ces valeurs. Okay? C'est-à-dire que lorsque l'Union européenne tisse des accords avec un pays tiers, l'Union européenne doit veiller que ce pays respecte ses valeurs. D'accord? Dans le cas d'espèce, on a l'Union européenne qui a conclu des accords de coopération avec le Rwanda, notamment sur l'exportation des minerais dont le Rwanda ne dispose pas, ça aussi il faut le dire. Okay? Et donc cela signifie que l'Union européenne encourage d'une certaine manière le Rwanda d'aller piller ses ressources à l'est de la République démocratique du Congo et de les lui vendre donc à prix vil, tout simplement. Et donc, comment le Rwanda opère? Le Rwanda, et c'est un secret de polichinelle, tout le monde sait que le Rwanda soutient le M23. Documenté par les Nations Unies. Voilà, le M23 fait quoi? Le M23 pose des actes qui sont constitutifs de violation des droits de l'homme, des valeurs que l'Union européenne entend promouvoir. Il y a donc là un paradoxe. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas dire, pour ce qui concerne l'Union européenne, que voilà, nous sommes des fervents défenseurs de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, fervents défenseurs des valeurs de dignité, des droits de l'homme, et en même temps soutenir, ou sinon appuyer ou coopérer avec un pays qui viole ces mêmes valeurs. Alors, le Parlement européen a adopté une résolution pour appeler à la suspension du mémorandum d'accord que vous évoquiez tout à l'heure et à la suspension de l'aide militaire au Rwanda. Donc, pour montrer que dans l'Union européenne, il y a le Parlement, il y a le Conseil et la Commission. Exactement. Donc, sinon, pour préciser, mais je vous laisse continuer, juste pour qu'on puisse voir comment les choses se passent. Pour continuer, aujourd'hui, pourquoi l'Union européenne tarde à sanctionner le Rwanda? D'abord, là encore, il faut s'y rappeler, à ceux qui nous suivent, que cette guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo est une guerre de prédation. Au-delà de l'aspect militaire, c'est une guerre économique. Et l'Union européenne, c'est une organisation sui generis, c'est-à-dire que c'est une organisation dont la nature juridique n'est pas aisée à comprendre. Et donc, elle se comporte comme un État. Et en tant que telle, l'Union européenne a des intérêts économiques. D'accord?
Or, l'Union européenne a fait du Rwanda un des partenaires économiques fiables aujourd'hui. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au Rwanda, il y a une espèce de stabilité politique, il y a une espèce de législation lénifiante qui favorise donc les investissements. Et un vrai soft power aussi. Hein. Exactement. Et donc, aujourd'hui, le Rwanda, c'est un vrai partenaire économique de l'Union européenne. D'ailleurs, certains dirigeants de l'Union européenne le clament haut et fort. D'accord? Et donc, aujourd'hui, l'Union européenne se trouve en difficulté de sanctionner un partenaire économique qui lui a été toujours serviable. D'accord. Mais toutefois, par exemple, écoutez ce que l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC disait. Il dit, contrairement aux sanctions de l'ONU ou des États-Unis, celles des Européens suivent un processus juridique avant leur adoption et leur application. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il y a un blocage qui peut s'entendre? Oui, il y a un blocage parce que, d'abord, les sanctions au sein du Conseil de l'Union européenne, hein, qui réunit les ministres. Qui réunit les ministres, ouais. Et notamment lorsque les ministres siègent en matière de la PESC, c'est-à-dire la politique étrangère de sécurité commune, qui réunit les ministres des Affaires étrangères, les décisions se prennent à l'unanimité. Très bien. Or, sauf que dans le cas du Rwanda, il y a le Luxembourg qui a posé son veto s'agissant du deuxième panel de sanctions qui a été déjà Et on a prévu. la raison de enfin, déjà un veto qui a été démenti par le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois avant-hier, Xavier Bettel. Oui. Mais effectivement, ils ont quand même empêché le vote accompagné d'autres pays aussi. Exactement. Et au motif selon lequel que le Rwanda était... Enfin, il y avait une négociation... Une rencontre des ministres des Affaires étrangères de la SADC et justement, donc ils ne voulaient pas, je ne jugeais pas opportun de sanctionner le Rwanda, étant donné que les négociations étaient en cours, mais par contre, ils sont prêts à des sanctions contre le M23, ce qui est une forme aussi d'hypocrisie. Sachant que je cite que Kigali a ouvert sa première ambassade au Luxembourg en fin 2024. Le ministre des Affaires étrangères s'est même rendu dans le pays, même s'il défend qu'il n'y a pas vraiment de coopération économique. C'est mal passé quand même au niveau de l'Europe de voir le Luxembourg empêcher un paquet de sanctions contre le Rwanda. Oui, comment vous expliquez ça aussi? On est déjà tous étonnés du fait que ce soit le Luxembourg qui empêche cela. Mais il y a aussi des sources peut-être non officielles encore qui disent que le Luxembourg collabore à la construction d'un grand centre financier à Kigali. Est-ce que ce n'est pas peut-être dû à cela? Mais sinon, à entendre le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel, l'ancien ministre aussi. Donc il disait qu'il fallait attendre le résultat en fait de la rencontre prévue entre les ministres des Affaires étrangères de la SADC et de East Africa Community pour pouvoir voir s'il y a lieu de sanctionner le Rwanda ou pas, parce que s'empresser à sanctionner le Rwanda, eh bien, il n'a pas tort. Non, il n'a pas tort sur ce point de vue. Pourrait en quelque sorte obérer la volonté du Rwanda de vouloir coopérer pour trouver une solution pacifique. Et là encore, mais il n'est pas seul aussi. Ouais. Hein. Il n'est pas seul parce que Madame Kalas, la représentante, voilà, qui elle a privilégié l'option des sanctions un peu... Elle a un virage un peu plus offensif que Joseph Borrell, son prédécesseur. Oui. Des sanctions un peu, on va dire, un peu graduelles, on va dire ça. Graduelles, on attendait aussi de voir comment le Rwanda se comporte sur... Et graduel, c'est-à-dire quoi? Parce que le Parlement européen avait demandé une suspension de l'accord, du mémorandum d'accord avec le Rwanda, et aussi surtout la suspension de l'aide militaire, sachant qu'il y a une aide militaire qui est accordée aux Rwandais dans le cadre des opérations au Mozambique, justement. Donc, est-ce que ces sanctions-là, au-delà de ces deux domaines, est-ce qu'il peut y avoir des sanctions individuelles, comme on a vu aux États-Unis, par exemple, la suspension du ministre de la Coopération, James Kabarebe. Le deuxième panel de sanctions, au-delà de la suspension des accords et de l'aide militaire, le deuxième panel de sanctions qui a été prévu concernait en fait des sanctions encore plus dures et des sanctions notamment individuelles qui allaient atteindre en fait certains membres de l'entourage de Paul Kagame. Et est-ce que la réunion du 17 mars prochain peut déboucher sur ces sanctions? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai consensus pour aller vers des sanctions contre Kigali? Je pense qu'il y a un vrai consensus, puisque si l'on dit aujourd'hui que c'est le Luxembourg qui a bloqué, au motif d'attendre les issues de la réunion qui avait été prévue à Harare, mais cette réunion n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, le Rwanda continue à soutenir le M23.
Et donc, je pense que le 17 mars pourrait être une date décisive dans la prise de ces sanctions. En tout cas, du côté de Kigali, on nous dit que toute discussion sur des mesures punitives et des sanctions contre le Rwanda ne peut nous dissuader de protéger nos frontières et notre population. Le Rwanda ne craint pas d'être isolé. Concrètement, est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau? Les Rwandais se disent, vous pouvez nous sanctionner comme vous voulez, nous, on continue de défendre nos frontières. Je pense que le Rwanda est dans une stratégie peut-être de vouloir aussi de son côté mettre la pression sur les pays qui le sanctionnent. Et on peut voir aussi derrière cette stratégie, on peut dire que le Rwanda est aux abois. Et surtout, mais quelle efficacité concrètement? Parce que les combats se poursuivent et le M23 occupe toujours Bukavu et Goma. Donc, pour l'instant, ces sanctions n'ont encore rien donné, véritablement. Ça ne sert à rien. Voilà. Pour l'instant, et d'ailleurs je l'avais dit dans de précédentes émissions, que des sanctions véritablement n'ont jamais rien résolu. Voilà. Et M. Kagame ne va jamais comprendre ce langage de sanctions. Pour lui, ce qui compte, c'est la guerre. Parce qu'il parle, il met en avant une espèce de menace existentielle pour la sécurité de son pays. En réalité, c'est pour la sécurité de son pouvoir, véritablement. Donc, les sanctions pour lui ne lui disent rien. Et cela, on voit même que récemment, des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni encore, qui a renforcé des sanctions, et Kagame exige que le Royaume-Uni verse l'argent à raison de l'accord pour l'accueil des migrants. Voilà, donc pour lui, les sanctions ne veulent rien dire. Ne veulent rien dire parce que je pense que le président Kagame se sert de la jurisprudence russe, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, le droit international tel qu'il est fait aujourd'hui, un État peut envahir un autre. Certes qu'il va y avoir des sanctions, mais il n'y aura rien de concret. C'est la doctrine de la légitime défense. Enfin, on avait entendu un ministre de l'économie français qui promettait de mettre à genoux l'économie russe, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Exactement. Donc on voit qu'aujourd'hui, le Rwanda tient tête en quelque sorte, malgré ces sanctions. Le Rwanda poursuit ses... Et donc vous démentez le propos selon lequel, le récit selon lequel le Rwanda serait isolé aujourd'hui? Oui, pour l'instant, je pense que si le Rwanda continue, pour l'instant, et de manière très très forte sur le terrain, à soutenir le M23, à mener des opérations, à gagner des batailles sur le terrain, c'est que derrière le Rwanda, il y a peut-être encore d'autres États qui jouent à l'hypocrisie, qui soutiennent encore le Rwanda pour l'instant. Mais aujourd'hui, son soft power commence à perdre un peu sa saveur. J'ai envie de dire qu'on voit certaines équipes de football, Arsenal ou le PSG même, qui envisage de retirer le fameux Visit Rwanda. C'est là aussi peut-être une victoire diplomatique dont peut se targuer la RDC ou pas? Oui, non, mais en tout cas, sur le plan diplomatique, la RDC a déjà remporté des victoires. Et il y a déjà même une victoire certaine sur le plan diplomatique par rapport à la RDC. D'accord? Mais le Rwanda, c'est quoi la victoire diplomatique? Pour faire simple à ceux qui nous suivent, c'est que des sanctions. Il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, aucun pays ne s'est résolu à dire que voilà, je vais soutenir la RDC militairement. C'est que des sanctions pour l'instant. Et je pense que le président Kagame comprendra lorsqu'il y aura un véritable soutien militaire à la RDC. C'est là qu'il comprendra. Mais les sanctions ne lui feront rien. Merci. Nul et sans effet. Merci beaucoup, docteur. Merci à Mustapha à la réalisation et à Romain Kekodomec, notre directeur des programmes. Portez-vous bien et à bientôt.